Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici, d'avoir une occasion donc de présenter sur le Forum québécois sur la discrimination génétique. Donc, merci Brim de m'avoir invité. Mais aussi, je vous dirais que pour moi, c'est une occasion un peu de faire le point sur un sujet qui m'a préoccupé pendant ces dernières années, qui est celui de la discrimination génétique. Donc oui, on va arriver au Forum, mais je vais vous montrer comment on est arrivé jusque-là et où est-ce que je voudrais que ça aboutisse aussi ensuite. Donc, une longue introduction, une discussion du Forum, et puis ce qui vient ensuite. Donc, pour commencer, parlons un petit peu de ce que c'est la discrimination génétique. C'est difficile à cerner parce qu'on a vu à travers les années beaucoup de définitions. On peut faire des définitions très larges de ce que c'est que la discrimination. On peut faire des définitions beaucoup plus restrictives. On peut aussi regarder ça sous un prisme différent, dépendant de notre profession. Moi, en tant que juriste, quand on parle de discrimination, j'ai toujours tendance à penser à la charte on a des tests très précis en droit pour déterminer qu'est-ce que c'est la discrimination. D'un autre côté, monsieur, madame, tout le monde, c'est beaucoup plus simple. On m'a traité différemment, ça a eu une conséquence négative, on m'a discriminé. Donc, différents contextes. Moi, j'ai décidé de développer, à un moment donné, une définition que je voulais assez englobante du phénomène et je vous la lis. Si une personne est profilée abusivement ou traitée négativement sur la base de ses caractéristiques génétiques, présumées ou avérées, on peut parler de discrimination génétique. Donc, on parle de profilage ou on parle de traitement négatif. Profilage abusif ou traitement négatif sur la base des données génétiques. Et on peut avoir une bonne raison, ça peut être fondé scientifiquement, mais ça peut toujours être de la discrimination quand même, ou on peut simplement se tromper et donc arriver à des mauvaises conclusions scientifiques. Par exemple, assumer que quelqu'un va développer une maladie à cause de ses données génétiques, alors que cette personne-là n'est pas vraiment à risque ou plus à risque que la population de la développer. Un deuxième contexte, un deuxième terme, une deuxième expression à démystifier dans le contexte de la discrimination génétique, et c'est ce qu'on appelle l'exceptionnalisme génétique. Qu'est-ce que c'est l'exceptionnalisme génétique? C'est un courant de pensée qui dit, l'information génétique, finalement, c'est pas comme une autre information de santé ou une autre information personnelle, c'est beaucoup plus sensible. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons. Parce que ça donne des indications non seulement sur un individu, mais sur les membres de sa famille ou sur les membres d'une même population. Aussi, on dit c'est une information qui est très complexe à interpréter, qui peut être prédictive des événements futurs. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'argument veut que c'est une information plus sensible, donc on doit la traiter différemment dans nos lois, dans nos politiques publiques. On doit être plus restrictif sur les choses qu'on peut faire avec cette information-là. Il y a un contre-argument, évidemment, qui dit oui, mais est-ce que l'information génétique est finalement si différente que ça des autres informations de santé? Il y a d'autres types d'informations de santé qui peuvent être prédictives de nature. Par exemple, le fait d'avoir un haut taux de cholestérol, ça peut être prédictif de votre santé future. Il y a aussi d'autres types d'informations médicales qui peuvent avoir des implications pour d'autres membres de votre famille. Donc, est-ce que vraiment l'exceptionnalisme génétique est justifié? Et ça, on pourra en discuter. Mais ce concept-là est très important parce que dans la plupart des pays où on a décidé d'adopter des lois contre la discrimination génétique, on les a adoptées sur la base de ce courant de pensée-là de l'exceptionnalisme génétique. Donc, d'où ça vient, la discrimination génétique? C'est quand même une conception relativement moderne. On parle des années 70, mais je tiens quand même à être clair. Avant, on parlait, il y avait le problème de l'eugénisme, et donc ça, c'est un peu l'ancêtre de la discrimination génétique dans un certain sens, parce que c'était une façon on traitait les gens différemment dans la société à cause de maladies ou
de problèmes, que ça soit physique, mental, qui étaient perçus comme étant des problèmes héréditaires. Évidemment, une grande différence avec la discrimination génétique moderne, c'est que l'eugénisme était était basé sur des fondements scientifiques assez faibles. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'était basé sur des raisonnements erronés, comme quoi telle personne a certains problèmes mentaux, elle va les transmettre à ses enfants, on va faire une stérilisation forcée. On avait des sauts de logique qui faisaient que l'eugénisme n'a pas survécu parce qu'il était à la fois discriminatoire et non fondé en sciences. Au niveau de la discrimination génétique, c'est un peu différent parce que, oui, certaines fois, on peut se tromper dans la façon dont on interprète l'information génétique ou certaines fois, l'information génétique aussi, même assez souvent, ne sera pas suffisamment probante. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de maladies multifactorielles, c'est pas juste un gène que ça prend pour développer une maladie, mais une combinaison de plusieurs gènes et de l'environnement. Donc, c'est un mélange assez complexe et difficile à interpréter. Mais il y a des cas quand même très clairs où, par exemple, une personne a le gène de la maladie de Huntington. Cette personne-là va développer la maladie. On ne sait pas l'âge exact où la maladie va se développer, mais on sait à peu près de quelle année à quelle année. Et on sait que malheureusement, c'est une maladie qui est incurable. Donc, pour un assureur qui voudrait prédire, avoir une idée de l'état de santé de la personne pour prévoir les chances de mortalité, c'est une information qui est intéressante. Oui, c'est basé sur la science cette fois-ci. Donc, premier cas de discrimination génétique, c'était des programmes pour l'anémie falciforme qui avaient été lancés aux États-Unis, des programmes de dépistage. Donc, encore là, on parle d'une maladie génétique monogénique dominante. Donc, si on a le gène, on risque de développer la maladie. Et c'était une maladie aussi qui est surtout répandue dans la population africaine-américaine. Donc, on a décidé de lancer des programmes de dépistage aux États-Unis pour cette maladie-là. Le problème est que les gens qui ont participé à ces programmes de dépistage ont aussi eu des problèmes après à se trouver de l'emploi aux États-Unis. Donc, on voit les premières discussions du phénomène de discrimination génétique qui font surface fin des années 70. En 1980, il y a une explosion dans le domaine de la génétique, c'est-à-dire qu'on va progresser très rapidement au niveau des maladies monogéniques, donc des maladies qui sont associées à un seul gène. Il y a plusieurs maladies, telles la fibrose kystique, par exemple, où on va identifier le gène et donc, surtout des maladies rares, disons-le, fortes pénétrantes. Donc, c'est quand même un nombre très limité de maladies affectant un nombre limité d'individus, mais quand même des avancées scientifiques importantes. Et on commence de plus en plus à entendre parler en même temps dans les périodiques scientifiques de cas de discrimination génétique, surtout dans le domaine de l'emploi et encore plus dans le domaine de l'assurance, assurance vie, assurance aussi maladie aux États-Unis. En 1991, ma collègue Barton Hoppers est une des premières personnes au Canada à amener le terme de discrimination génétique dans un rapport officiel du gouvernement canadien. Donc, à ce moment-là, elle soulevait effectivement que c'était quelque chose qui avait été rapporté, encore une fois, dans le domaine de l'assurance et de l'emploi. Il ne faut jamais non plus sous-estimer l'impact des médias et du pop science sur la perception qu'ont les gens de certains phénomènes. Et la discrimination génétique, c'est pas du tout une exception à cette règle-là. Et c'est vraiment au milieu des années 90 que tout d'un coup, le débat s'est de plus en plus polarisé, a fait de plus en plus surface, non seulement dans les publications scientifiques, mais dans les médias grand tirage. Le film américain Gattaca, pour ceux qui s'en souviennent, on a la petite image en haut, en gros présentait une société dystopique où finalement les gens depuis leur naissance avaient un traitement donc différent, donc il y avait une discrimination en fonction des gens qui avaient eu leur génome édité ou non. Donc ceux qui avaient eu leur génome modifié étaient des privilégiés
Ceux qui n'avaient pas pu bénéficier de la technologie étaient une sous-classe. Et tout était limité, dépendant justement de à quelle classe on appartenait dans cette société. Et ça a eu un impact. Et ça, c'est qu'un exemple. Moi, je me souviens, j'étais un grand amateur de bande dessinée quand j'étais jeune. Je lisais les X-Men. Et je me souviens, à un moment donné, il y avait une série des X-Men qui s'appelait Days of the Future Past. Et dans cette bande dessinée-là, en gros, ce qui se passait, c'est que les mutants étaient poursuivis par les autorités dans la société et on les mettait dans des camps de concentration pour les exterminer. Donc, c'était un peu perçu comme l'Holocauste des temps modernes. C'était la destruction des mutants. C'est sûr qu'on parle d'une bande dessinée, les raisonnements scientifiques étaient un peu boiteux, mais reste que ça colore beaucoup la façon dont les gens peuvent percevoir les mutations et la façon dont la société réagit vis-à-vis les prédispositions génétiques. En 2004, là, on commençait vraiment à voir certains groupes de patients sortir dans les médias publics, entre autres la Société canadienne sur le cancer, et dire il y a des problèmes, les assureurs ne devraient pas avoir le droit d'obtenir les résultats de tests génétiques, il faut faire quelque chose. Et nous, donc, on a créé à l'époque avec Béatrice Godard, Barton Hoppers, Trudeau Lemons, un groupe canadien sur la génétique et l'assurance vie. L'idée, c'était d'avoir un groupe avec des gens venant de différents milieux touchés par la discrimination génétique, y compris le secteur professionnel. Donc, on avait des assureurs, on avait des représentants de la Société d'assurance de personnes et d'assurance vie du Canada qui étaient sur le groupe de travail, mais en même temps des représentants de groupes de patients, des experts du domaine académique. L'idée était d'arriver à des recommandations communes sur une façon d'adresser le problème. On n'a malheureusement pas abouti à un consensus fort, c'est-à-dire que moi, j'aurais voulu personnellement qu'on puisse arriver à ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire à un accord volontaire des assureurs de dire, nous, on n'utilisera pas cette information-là. On n'est pas arrivé à ça, on est arrivé à une déclaration comme quoi on allait entamer une réflexion sur l'opportunité d'adopter un moratoire. Donc, en termes politiques, on a avancé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais les choses, par exemple, se sont encore là polarisées davantage. Plusieurs pays en Europe ont adopté des lois autour des années 2000 pour prévenir la discrimination génétique. Et finalement, on s'est trouvé autour de 2013, il y a un sénateur canadien qui a décidé que, c'est une bonne plateforme de retraite, je vais proposer un projet contre la discrimination génétique et appuyé très fortement par le groupe des patients touchés par et des familles touchées par la maladie de Huntington. Et donc, autour de 2013, on propose un premier projet de loi. En 2014, les compagnies d'assurance de personnes et d'assurance vie commencent à trouver que ça sent la soupe chaude et qu'il faut faire quelque chose de leur bord. Alors, ils disent non, pas besoin de loi, on a adopté un code. Et ils adoptent un code où ils disent effectivement que ils ne demanderont pas certains résultats de tests génétiques, entre autres dans le domaine de la recherche. Et il se limite sous plusieurs aspects. C'est sûr, c'est pas quelque chose d'aussi fort qu'une loi. C'est un code volontaire, mais tout de même, c'est là. Et ils le mettent un peu en déclaration de bonne voie, espérant peut-être défaire la loi en montrant qu'elle n'est pas nécessaire. Malheureusement, si c'était leur plan, ça a raté. La loi, finalement, est adoptée en 2017. Pour la petite histoire, les députés libéraux auront voté contre le premier ministre. Le premier ministre Trudeau, lui, trouvait que c'était trop important comme enjeu pour l'industrie de l'assurance et qu'on ne devait pas adopter de loi. Mais ces députés ont décidé de voter contre lui. Il a décidé de ne pas forcer un vote pour ses idées. Ces députés votent contre lui avec donc les autres partis. Et à une forte adoption, à une forte majorité, la loi est adoptée en 2017.
Donc, c'est là qu'on se trouve. Maintenant, si on se compare un peu, il y a eu une rhétorique assez forte dans les journaux. Les groupes de pression qui voulaient qu'on adopte la loi, surtout les organisations de patients, etc., disaient constamment « On est le seul pays du G7 qui n'a pas adopté de loi contre la discrimination génétique, c'est inacceptable, il faut avancer. » C'est pas tout à fait la vérité et ça, je pense que ça vaut la peine de regarder un peu plus. Ce qu'on voit quand on regarde les membres du G7, c'est beaucoup plus de variété dans les approches que ce qu'on entend dans les médias par rapport au G7 et dans le discours des organismes qui ont fait la promotion de la loi canadienne. Entre autres, le Japon, qui, lui, s'oppose à tout exceptionnalisme génétique, c'est-à-dire que l'information génétique est traitée comme n'importe quelle autre information de santé dans les lois japonaises, donc aucune loi spéciale. On a nos amis du Royaume-Uni qui ont une approche très pragmatique que moi j'aime beaucoup. Ils ont ce qu'ils appellent un concordat et un moratoire sur la génétique et l'assurance, c'est-à-dire que les compagnies d'assurance se sont mis en accord avec le gouvernement du Royaume-Uni sur une politique de gestion des tests génétiques et en gros, ils n'utilisent pas les tests génétiques prédictifs pour la souscription du risque en assurance. La seule exception à la politique étant la maladie de Huntington. Et encore là, pour des politiques au-dessus d'un certain montant, autrement, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'emploi au Royaume-Uni, on a jugé que le risque n'était pas suffisamment élevé pour adopter de lois présentement, que les garanties des lois déjà adoptées étaient suffisantes. Donc ça, c'est des pays où on a une approche un peu plus flexible et un peu moins influencé par l'exceptionnalisme génétique. À l'opposé, on a la France, où là, vraiment, on a des lois extrêmement larges, code civil, code pénal, code de la santé publique. On interdit toute discrimination basée sur les caractéristiques génétiques des individus et toute utilisation de l'information génétique à l'extérieur du contexte de la santé. Donc, par exemple, en France, les tests génétiques vendus directement aux consommateurs sont illégaux. Et on a toutes sortes d'approches entre les deux. Donc, variété d'approches au niveau du G7. Maintenant, sur quoi on s'est basé pour adopter ces lois-là? Au Canada, honnêtement, on s'est basé sur pas grand-chose. À la lecture de la loi, malheureusement, on voit qu'on a un peu ignoré les études et les données. Qu'est-ce qu'on a au Canada sur la discrimination génétique? On n'a pas grand-chose. La seule étude empirique du phénomène de discrimination génétique s'est faite en 2008 par Yvonne Bombard. Et c'était une étude où on posait des questions à des gens qui appartenaient à des familles à haut risque de maladie de Huntington, donc des familles où certains membres avaient déjà été affectés par la maladie. Et là, on leur demandait donc de parler de leur expérience, est-ce qu'ils avaient été discriminés à la suite d'un test ou pas, dans quel domaine, etc., etc. Et là, ce que l'étude démontre, c'est que oui, la discrimination génétique dans ce contexte-là existe, autant au niveau de l'emploi qu'au niveau de leur assurance. On avait des gens qui s'étaient fait refuser des emplois ou des contrats d'assurance à cause de leur statut génétique. Maintenant, il faut quand même comprendre que c'était pas toujours à cause de tests génétiques. Certaines fois, c'était seulement sur la base de leur historique familial. C'est-à-dire que dès qu'on savait que quelqu'un avait un historique familial de maladie de Huntington, la personne se trouvait barrée d'obtenir un emploi ou une assurance. Et ça, c'est très important, cette distinction-là, parce que la loi qui a été adoptée sur la non-discrimination génétique protège les gens seulement au niveau des tests génétiques. Donc, au niveau de l'historique familial, il n'y a absolument rien dans la loi qui empêche qu'on demande cette information-là aux gens. Donc, puis ce qu'il faut voir aussi, c'est ça la seule étude sur la discrimination génétique au Canada. Et là, on parle d'une maladie rare, monogénique, et fatale. Donc, on parle de quelque chose, là, c'est pas ça la génétique. La génétique, c'est beaucoup plus que ça. C'est la génétique des maladies multifactorielles, la médecine de précision, les études de séquençage du génome complet. On n'a absolument aucune donnée sur la discrimination génétique dans ces contextes-là. Zéro. Ce qu'on a, par exemple, et ça, c'est probablement ce qui est le plus important, c'est des sondages au niveau de la vie privée.
Les gens sont très anxieux au niveau de la vie privée. On ne veut absolument pas que les institutions privées aient accès à l'information génétique. Il y a un degré d'anxiété considérable et les gens vont même jusqu'à dire, dans beaucoup de cas, si je sais que mon information n'est pas protégée et qu'elle pourrait aller dans les mains des assureurs ou des employeurs, à ce moment-là, je refuse de participer à la recherche génétique ou je ne passerai pas des tests cliniques en génétique si on me les recommandait. Et ça, c'est quand même inquiétant. Modèle économique, ça c'était surtout l'argument des assureurs qui disaient, écoutez, si on n'a pas le droit de demander l'information génétique des gens, ben il y a une inégalité dans l'accès à l'information, c'est-à-dire que les gens vont savoir des choses sur leur état de santé que nous on ne sait pas. Les gens vont donc être dans une position où ils pourraient nous dissimuler des choses. Et donc nous on va leur donner des contrats d'assurance vie avec un certain tarif, mais ce tarif-là ne sera pas informés sur leur état de santé actuel. Et l'argument est que si plusieurs personnes font ça, à un moment donné, ça peut faire dérailler toute l'assurance, faire grimper les prix pour tout le monde et donc devenir très problématique. Il y a eu plusieurs modèles économiques qui ont été proposés pour voir si le problème était effectivement là au niveau des tests génétiques. C'est inconcluant, je dirais. Il y a beaucoup de débats entre, souvent c'est des compagnies d'assurance qui vont faire ces études-là et démontrer que c'est un problème. Quand c'est des experts indépendants qui font les mêmes calculs, eux ne voient pas de problème systémique de ce qu'on appelle l'antisélection. D'autres études, avec ma collaboratrice Ida Nguyen-Fezé, j'ai fait une étude de tous les formulaires de compagnies d'assurance pour voir est-ce qu'on pose des questions au niveau de la discrimination, de l'information génétique. Ce que j'ai trouvé, c'est que le mot génétique était mentionné dans aucun questionnaire. Mais les questions sont formulées tellement largement que, oui, ça pourrait inclure la génétique. Je vous donne un exemple. Avez-vous déjà passé un test sanguin? Est-ce qu'on vous a déjà demandé d'aller passer un test à l'hôpital? C'est général à ce point-là. Donc, pour une personne qui n'est pas sûre, c'est sûr que la tentation de déclarer est là, surtout quand on sait qu'en assurance, en droit d'assurance classique, si on fait une fausse déclaration, une déclaration incomplète de l'information relative à notre santé, le contrat peut être annulé. Donc, la sanction est très forte. D'autres études que j'ai faites avec des collaborateurs, on a posé des questions à des médecins, à des décideurs politiques et à des conseillers en génétique pour mieux comprendre ce qu'ils connaissaient, c'était quoi leur perception par rapport à la discrimination génétique, quelles étaient les situations auxquelles ils devaient faire face, des recommandations, etc. Je dirais que ce qu'on peut conclure de ces études-là, c'est une inquiétude par rapport au phénomène de discrimination génétique et aussi un manque d'informations flagrant. Tous ces gens-là disaient on a besoin de plus d'informations pour savoir quoi répondre quand on nous pose des questions, ou des fois nous disaient on dit telle chose, mais nous, connaissant la situation, on savait que c'était pas forcément la réponse adéquate à donner à quelqu'un qui poserait des questions. Donc ça, c'est les études qu'on a. On voit que pour adopter une loi, c'est pas grand-chose sur quoi se baser. Premièrement, on n'a aucune idée de l'envergure du problème. On ne sait pas non plus vraiment quelle est la meilleure solution pour régler le problème. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une certaine anxiété chez la population et que ça, c'est dérangeant, qu'il faut trouver un moyen de rassurer les gens ou de leur donner leur juste. C'est là qu'on en est. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des choses à considérer pour les politiques publiques? Ben voilà, on a la question de l'exceptionnalisme génétique qui, oui, si on pense que l'information génétique est plus sensible, ça milite pour l'adoption d'une loi. On a évidemment l'idée d'aider les plus vulnérables de notre société et de les inclure. L'assurance, des fois, c'est perçu comme étant plus qu'un bien complètement privé. Il y a des choix de société là-dedans. Des fois, on va décider que des personnes plus vulnérables devraient être protégées et on va avoir des régimes d'assurance spécifiques. Donc, il y a des choses à faire des fois. C'est des choix de société. Est-ce qu'on veut protéger certains groupes? Éventuellement, ça va se retrouver dans les taxes ou payer d'autres façons.
Donc, choix de société important à faire. Importance du droit à la vie privée, effectivement. Ces gens-là n'ont pas besoin, ne veulent peut-être pas révéler leur information génétique. Il ne faut pas oublier non plus, comme on l'a dit plus tôt, que c'est une information qui ne dit pas seulement des choses sur la personne, mais sur les membres de sa famille. Donc aussi, les gens ont exprimé de l'inquiétude souvent par rapport à leurs enfants, de dire, ben moi, j'ai été testé, par exemple, une femme comme ayant eu le gène BRCA1 ou 2 pour le cancer du sein. Est-ce que ça veut dire que mes enfants vont être inassurables par la suite? Donc, ce droit à la vie privée, important. Impact sur soins et recherche, on l'a dit, ça pourrait inciter les gens à ne pas participer à la recherche ou à ne pas se prémunir de soins dont ils auraient besoin. Maintenant, il y a aussi des facteurs qui militent contre l'adoption d'une loi. Premièrement, l'objectif de les lois traditionnelles sur l'assurance de personnes et sur l'emploi, dans les deux cas, militent quand même pour une communication de l'information. Dans le cas de l'assurance, c'est très simple. On dit, pour pouvoir fonctionner comme une industrie privée, l'assurance doit pouvoir classer les gens dans des groupes de risques similaires. Si on empêche les assureurs de classer les gens et qu'on leur dit, allez-y au hasard, sans information de santé et donner le même prix à tout le monde, ça devient beaucoup plus difficile comme industrie privée d'être une industrie lucrative. Et il faut dire à leur défense que l'assurance vie n'est pas un marché facile. Au niveau de l'emploi, un employeur a une obligation de protéger ses employés, la santé de ses employés, et aussi, évidemment, il est responsable des dommages que ses employés peuvent faire. Et donc, de ce côté-là, on pourrait penser à certains cas. Le cas classique dont on discute souvent dans les cours de Genetic Counseling auxquels je participe, on peut penser au cas d'une personne qui a une prédisposition pour la maladie de Huntington et qui cherche à se faire engager comme chauffeur d'autobus pour un autobus d'écoliers. On sait que malheureusement, on ne peut pas prédire à quel moment la maladie va se déclarer, on ne peut pas prédire à quel moment les symptômes vont se manifester et les symptômes peuvent inclure des pertes de développement moteur significatifs. Donc, est-ce que l'employeur n'aurait pas un besoin de savoir cette information-là pour protéger la sécurité des enfants dans ce cas-ci? Je ne prétends pas que la réponse est facile. Structure politique du Canada, ça c'est très simple. L'assurance et l'emploi, c'est des champs de compétences provinciaux d'un point de vue juridique. Donc, le législateur fédéral ne peut pas parler de ça normalement et doit laisser aux provinces adopter leur loi là-dessus. Des questions de justice et d'équité. Pourquoi protéger les gens qui ont des prédispositions génétiques, mais ne pas au niveau de l'assurance et de l'emploi, mais ne pas protéger des gens qui, par exemple, ont survécu au cancer et sont en rémission. Dans les deux cas, on parle de population vulnérable. Pourquoi on décide d'en protéger une et pas l'autre? Et c'est qu'un exemple. Il y a toutes sortes de gens qui vont avoir des prédispositions, mais pas d'origine génétique, donc qui auront plus de propension. On a parlé, par exemple, de haut taux de cholestérol, à développer des maladies. On ne les protège pas spécialement dans nos lois. Donc, pourquoi le focus sur la génétique? Et on a parlé d'exceptionnalisme génétique. C'est une arme à deux tranchants. C'est-à-dire que, oui, si l'information est plus sensible, il faut peut-être plus la protéger, mais en déclarant que l'information est plus sensible et en voulant en faire quelque chose de spécial dans nos lois, est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer un message comme quoi cette information-là, elle est stigmatisante et qu'il faut y porter attention et finalement entraîner plus d'attention sur les différences génétiques qu'on devrait vraiment en mettre? Je vais passer un peu plus rapidement là-dessus pour pouvoir terminer sur l'Observatoire. Simplement pour dire que la loi a été adoptée. La loi a eu un impact sur ces trois textes de loi-là, sur le Code criminel, Code canadien du travail et sur la loi canadienne sur les droits de la personne. En gros, ce qu'elle fait, cette loi-là, on parle de contrat. Elle empêche les gens de demander de l'information génétique pour la conclusion de contrats de biens, de services. Donc, en gros,
si je veux conclure un contrat avec vous, que ce soit un contrat d'emploi, un contrat d'assurance, je ne peux pas vous demander de me communiquer de l'information génétique dans le processus de conclusion de contrat. Cependant, la loi fait exception. Encore là, c'est un peu bizarre, mais elle dit si jamais la personne consent, pas de problème, elle peut volontairement communiquer l'information génétique. Donc, la loi protège, mais protège jusqu'à un certain point, parce qu'on peut penser au cas où quelqu'un a un historique familial de maladie de Huntington, et là, il a un test qui prouve qu'il n'y a pas le gène, bien, c'est sûr qu'il va vouloir communiquer le test qui prouve qu'il n'y a pas de gène. Et à un moment donné, ça peut avoir un effet pervers qui va être de dire, bien, cette personne-là a un historique familial, elle ne m'a pas communiqué de résultat de test volontairement, ça veut probablement dire que soit qu'elle est encore à risque, ou même qu'elle a eu le résultat de son test puis qu'elle l'a. Donc, un peu un effet pervers. Bon, la loi a quand même eu le côté intéressant que ça a un peu ramené ça, la discrimination génétique, sur la scène publique. Ça a permis d'entamer un débat. Donc, ça, c'est bien. Mais étendue de protection de la loi limitée arbitrairement, définition et formulation utilisée conservatrice, aucune campagne d'information ou de consultation, ce qui est le plus gros problème, selon moi, autour de la loi. Les résultats de recherche disponibles, j'en ai parlé, n'ont pas été considérés dans le développement de la loi. Et finalement, on va le savoir ce mois-ci, ça va passer en cours, milieu novembre, et il est très probable que la loi soit invalidée comme étant non constitutionnelle parce qu'effectivement, on essaye d'affecter des secteurs comme l'assurance et l'emploi de façon indirecte. On dit oui, mais c'est parce qu'on veut faire un crime du fait de demander l'information génétique. Est-ce qu'on a assez de bonnes raisons pour rendre la demande d'information génétique pour en faire un acte criminel? C'est difficile à dire. Personnellement, j'en suis pas convaincu. Mais on va savoir comment ça va se finir pour cette loi-là ce mois-ci. Donc, moi, ce que j'ai proposé, qui est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion, tout d'abord, j'ai dit, il est temps d'entamer un débat. On est à un moment parfait. Les gens commencent à entendre parler de la discrimination génétique. On commence à le voir de plus en plus dans les journaux, mais il n'y a pas vraiment de débat. Donc, allons-y. Et j'ai dit, on va y aller avec les technologies de pointe. On va faire ça en ligne. On va y aller avec ce qu'on appelle un forum Internet. Donc, entamer un dialogue virtuel avec les participants. L'idée étant de mieux connaître leurs inquiétudes, besoins, préférences face aux décisions politiques à venir sur la discrimination génétique et à communiquer aussi, donc d'informer aussi. Donc, entamer un débat et en même temps informer. Méthode et préparation. Donc, on a développé un site en ligne. L'idée était au point de départ de dire on va faire commenter les gens par rapport à des textes, mais des textes très accessibles sur la discrimination génétique. Donc, des textes qu'on allait prendre dans les journaux ou qu'on allait prendre sur des organisations qui avaient déjà vulgarisé l'information, comme des organisations de patients. C'était ça. On allait poster un texte et là, on allait poser des questions et laisser la possibilité aux gens de poser des questions. On a fait beaucoup de publicité dans différents médias, que ce soit en ligne ou des médias plus traditionnels. Et on a, donc parlons un peu de l'avancement du projet. Ça n'a pas été facile, c'était beaucoup plus complexe que j'aurais pensé comme projet. Ce qui s'est passé tout d'abord, au niveau recrutement et participation, on a réussi à avoir une bonne visibilité. On a atteint quand même le cap de 200 personnes qui ont été autour de 200 sur le site du forum. Mais de leur demander d'intervenir sur des textes, c'était trop exigeant. Les gens n'avaient pas envie de lire les textes. Les gens auraient voulu probablement commenter tout de suite. Donc, stade 1 du projet, malheureusement, les réponses ont été faibles, même si les gens allaient sur le site. Stade 2 du projet, là, on a dit, OK, on va simplifier les choses. On va y aller un peu en mode questionnaire forum. C'est-à-dire que on va soulever des énoncés très courts, une phrase ou deux. On va donner des choix de réponse et en même temps, on va laisser les gens aussi en rajouter selon ce qu'eux veulent discuter, s'ils veulent soulever des nouvelles questions. C'était juste une façon de partir le débat. Ça a un peu mieux marché.
On reste avec quand même un taux de réponse relativement bas. Je pense qu'il y a environ 25 personnes présentement qui ont participé, une cinquantaine un peu plus de réponses sur le site Internet présentement. Donc, difficile de rejoindre la population là-dessus. Puis ça, en soi, c'est intéressant parce que est-ce que c'est parce que vraiment nos techniques pour les rejoindre étaient pas assez sophistiquées? À ce stade-ci, je le pense plus. Parce qu'on a vraiment rajusté le tir, simplifié le forum. On sait qu'au niveau de nos publicités, on rejoint la population. On sait qu'on a quand même pas mal de personnes sur le site. Je commence à penser que c'est parce que les gens ont une certaine connaissance et un certain intérêt pour le phénomène, mais peut-être un intérêt insuffisant ou un niveau de préoccupation insuffisant pour que vraiment ils veulent participer. Ou peut-être qu'il n'y en a pas assez qui ont été discriminés, que le taux de discrimination reste relativement faible, mais on pourra en discuter. Bon, quelques obstacles, challenges, financement. Qui est-ce qu'on accepte comme financement pour un site comme Forum québécois sur la discrimination génétique? Qu'est-ce que je fais si les assureurs veulent me financer pour faire ce genre de projet-là? Et c'est pas quelque chose que je jette comme ça en l'air. J'aurais probablement pu obtenir de l'argent des compagnies d'assurance pour faire un projet comme ça. Je l'ai pas fait. En même temps, il y a toutes sortes de stakeholders qui sont intéressés, donc il faut rester neutre là-dedans. Et ça, c'est un challenge, transparence très importante dans nos politiques. Recrutement et participation, on en a parlé. Aspect technique, et oui, j'ai eu un bris de confidentialité. Je suis transparent, honnête là-dessus. Ça s'est passé heureusement quand on avait encore peu de personnes de recruter comme participants. On s'est rajusté très rapidement. Dès qu'on l'a su, ce qui s'est passé en gros, c'est que le développeur du site Internet, par erreur, quand on est rentré dans la phase, dans une des phases plus avancées du projet, voulait envoyer des messages aux participants pour dire, bon, si vous voulez, il faudrait vous réinscrire pour continuer, etc. Et plutôt que d'envoyer des messages personnalisés, il a envoyé un message à tout le monde avec les adresses Internet de tous. Donc, évidemment, une chance, on était inclus sur la distribution nous-mêmes. Donc, on s'est rajusté très rapidement. On a dit aux gens de changer leur mot de passe en ligne, etc. On a gelé le site Internet jusqu'à ce que tout soit réglé. On s'est assuré de faire un suivi avec les participants, avec le comité d'éthique pour voir qu'il n'y avait pas eu d'autres problèmes. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu. Il ne semble pas qu'il y ait eu plus de retombées. C'est des choses qui, malheureusement, il ne faut pas penser que ça ne peut pas arriver. Il ne faut pas essayer de les dissimuler. Pour moi, l'important, c'est justement de réagir très rapidement, d'être transparent, de faire les suivis qui s'imposent, de changer ses politiques, de les améliorer si on note qu'il y a des choses qui étaient insuffisantes. Financement, c'est un projet qui était financé sur une durée assez courte, 6 mois. Donc, c'était une tâche un peu herculéenne d'arriver à faire ça en 6 mois. J'ai dû demander des prolongations et là, on est dans une période de prolongation, justement. Notre rapport devrait être dû dans les 2 prochains mois. On va quand même continuer à laisser le projet courir pour voir si on peut avoir encore un peu d'autres, parce que les discussions sont quand même très intéressantes, très enrichissantes. Donc, je ne veux pas arrêter le projet là. Ça a été long à partir. On a une masse critique maintenant et le débat est intéressant. Maintenant, la suite, très rapidement avant de terminer. Ce projet-là, pour moi, fait partie d'une plus grosse création qui va s'appeler l'Observatoire sur la discrimination génétique. Déjà, les premières composantes de cet observatoire-là sont en ligne. Ce qui est fun, c'est que il n'y a personne qui a encore fait ça. Pour moi, je l'ai dit, le problème au niveau de la discrimination génétique, avant toute chose, c'est un problème de connaître l'évidence. On ne sait pas encore ce phénomène-là. On voit les contours, c'est très flou, mais on le connaît mal. Il faut apprendre à connaître le phénomène pour mieux pouvoir justement le contrer. Et donc, première tâche de l'Observatoire, c'est de faire un suivi et de documenter en utilisant toutes sortes de façons. L'idée, c'est vraiment aussi un site participatif où j'ai beaucoup de collègues intéressés dans la discrimination génétique qui vont participer de différents pays et aussi donner la chance au public de donner son feedback. Tous les documents qui vont être sur le site
vont comprendre un résumé vulgarisé parce qu'on veut justement pouvoir rejoindre monsieur, madame, tout le monde et aussi rejoindre des professionnels, mais qui ne sont pas des experts au niveau de la discrimination génétique et qui sentent un besoin d'information. Une des premières choses que j'ai développées pour l'Observatoire de la génétique, qui est assez intéressant, ça c'est la carte du monde. Elle va évoluer en temps réel et avec toutes les politiques publiques qui ont été développées pour contrer la discrimination génétique. Les couleurs sont différentes dépendant du type de politique publique qui ont été adoptées. C'est assez prévisible. On voit que c'est surtout au niveau des pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord où on a adopté des politiques plus fortes. C'est normal, c'est là que, par exemple, le domaine de l'assurance, que les produits de l'assurance sont importants. On voit qu'en Afrique, il n'y a presque rien qui se passe. En Asie, c'est un peu surprenant parce que la technologie est là, mais les protections et les débats sociaux sont pas encore au même point. Il n'y a que la Corée du Sud où on a vraiment commencé à prévoir des modes de protection contre la discrimination génétique. Donc, voilà pour la carte. D'autres choses qui éventuellement vont s'ajouter au site de l'Observatoire de la discrimination génétique. Donc, FAQ, c'est déjà, il y en a quelques-unes en ligne. Base de données, donc évidemment des statistiques à jour sur l'incidence, sur l'anxiété par rapport à la discrimination, sur les protections, des questionnaires pour justement sentir le pouls de la population de différents professionnels sur cette question-là. Une plateforme qui permettra de lancer des projets en collaboration et de proposer des événements pour que les gens se rejoignent et des éditoriaux sur une base semi-annuelle qui vont traiter de différents aspects de la discrimination génétique. Donc, je vous remercie. On est la journée de l'Halloween. Je me suis dit que j'allais faire une conclusion en conséquence. Pour moi, la discrimination génétique est un peu comme le vampire de Murnau. Le vampire de Murnau, là, c'est ça ce qu'on se rappelle de lui. C'est cette image-là. On voit l'ombre et écoutez, c'est un film du début des années 20. On se rappelle encore de cette image-là. Mais quand on voit le vampire, finalement, il n'est pas très épeurant. C'est une créature assez chétive, tout petit. C'est pas un sentiment de peur, c'est presque un sentiment de pitié qui l'inspire. Et ce que je veux dire par là, c'est pas forcément que la discrimination génétique est insignifiante, mais c'est qu'on la connaît très mal et que, en la connaissant très mal, le niveau d'anxiété que les gens ont, il est dû à toutes sortes de messages contradictoires, pas basés forcément sur l'information. Et peut-être qu'une fois qu'on aura mieux documenté le phénomène, qu'on sera en mesure de mieux l'appréhender, bien, tout d'un coup, on va se rendre compte que ce qui nous faisait très peur puis qu'on voyait comme insurmontable est finalement plus petit et plus chétif qu'on le croyait. Merci beaucoup.